Bon, la Zeekr 7X, c'est quoi? Ça, c'est classe. C'est une option, mais c'est classe. Maintenant, on accueille l'expert. T'as vu comment je suis accueilli quand même? Et on peut lui mettre des bruits de moteur. Ah. Allez, 3, 2, 1, go. Elle est con ou quoi? Alors oui, on va faire un long trajet. Et j'ai la courbe de charge. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle marque à travers une nouvelle voiture. Cette marque, c'est Zeekr et la voiture, c'est la Zeekr 7X. Présentée aujourd'hui dans sa version privilège avec tout plein de cheval à l'intérieur. Mais on commence tout de suite avec la fiche technique, comme ça on est débarrassé. Allez! C'est parti pour la fiche technique de la Zeekr 7X Privilège. Autonomie 543 km, batterie 96 kWh net, 100 kWh brut. Chimie de la batterie NMC, transmission aux 4 roues, puissance moteur 646 chevaux, couple de 710 Nm, ce qui fait un 0 à 100 en 3 secondes 8, on va le vérifier. Vitesse max 210 km/h, poids vide 2535 kg, c'est un peu lourd. Au niveau de la recharge, ça envoie de la rillette Bordeaux Chanel, puissance max en AC 22 kW, c'est cool. Puissance max en DC 480 kW, c'est cool aussi. Et le 1080 est donné pour environ 16 minutes. Le prix du modèle de base est de 62 990 €, mais nous on a deux packs d'options, on va en reparler. Et le prix de notre modèle coûte 67 590 €. Et si on parle de Zeekr, c'est parce que Zeekr arrive très prochainement en France. Ils sont en train de constituer leur réseau de concessionnaires, un petit peu comme Xpeng l'a fait il y a 2 ans. Et donc oui, Zeekr arrive en France et vous allez pouvoir rouler avec cette Zeekr 7X. C'est possible. Allez, on passe à la suite. Bon, Zeekr, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui appartient au groupe Geely, un groupe chinois. Oui, c'est une voiture chinoise. Geely, vous connaissez peut-être pas, mais en fait, vous connaissez. Parce que Geely, c'est aussi Volvo, c'est aussi Polestar, c'est aussi Smart et c'est aussi Geely en fait, parce que c'est aussi une marque. Bref, Geely c'est un gros groupe automobile et d'ailleurs cette Zeekr reprend des éléments par exemple de la Smart #5. Donc la Zeekr 7X, elle existe en 3 versions. J'ai sorti mes petites notes parce que j'ai pas tout de tête. La première, l'Accord, petite batterie, 75 kWh, autonomie de 480 km, 421 chevaux quand même, aux roues arrière uniquement. Cette version elle coûte 52 000 € environ. Après on a une version avec une grosse batterie, 100 kWh, toujours 421 chevaux, mais cette fois 623 km WLTP d'autonomie, c'est pas mal. Et nous on a la privilège avec 2 moteurs, la grosse batterie de 100 kWh et 646 chevaux. C'est n'importe quoi. Cette version, elle est à partir de 62 000 €, mais la version qu'on a là, elle a 2 packs d'options, je vous en parlerai plus tard. Elle est à 67 000 € parce que à 62 000 €, ok, on a une batterie de 100 kWh, ok, on a 646 chevaux. Mais au niveau équipement, c'est pas si ouf. On avait déjà fait des reproches à Polestar à ce niveau-là. Et ben c'est un petit peu pareil pour la Zeekr 7X. Il y a des petits trous d'équipement, surtout après un essai d'une Xpeng P7 Plus qui a absolument tout de base, sans option. Là, bref, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de la voiture. Bon, la Zeekr 7X, c'est quoi? C'est un gros SUV 4,78 m. C'est en gros la taille d'un BMW iX3. Moi, j'aime bien le look. C'est un look un petit peu sportif. À noter un truc qui est très intéressant. Sur la face avant ici, on a une bande noire en plastique. Ça, c'est spécifique à l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en Chine, cette bande noire-là, c'est un écran de pixels qui peut afficher plein de choses. On peut afficher des cœurs, on peut afficher plein de motifs. C'est rigolo, mais l'Europe a dit non. Nous, l'Europe, on n'est pas des rigolos. Donc la bande noire. Ici, on a les feux. Ici, on a des LED pour faire des petits effets. Ici, on a des volets actifs qui s'ouvrent quand on recharge. Sur notre modèle, on est monté en jante 21 pouces. C'est absolument énorme. C'est des très gros pneus. En même temps, il faut faire passer 647 chevaux. Les étriers de frein orange, c'est assez joli. Les jantes sont jolies d'ailleurs. Je vous montre l'arrière. L'arrière est un peu moins sportif, un peu moins réussi. Après, c'est que des histoires de goût. Mais bref, c'est quand même une jolie voiture. C'est quand même réussi, je trouve. C'est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Et puis, ce vert British Green, là, lui va à ravir. Il fait pas très beau, mais il est pailleté. C'est absolument magnifique. On remarquera les rétroviseurs très à la mode en Chine actuellement. À savoir, les rétroviseurs montés sur une base et des rétroviseurs borderless, c'est-à-dire que le miroir prend tout l'espace et c'est tout le rétroviseur qui bouge quand on le règle. Des caméras partout évidemment, hein. La Chine, conduite autonome bien sûr. À l'arrière il y en a une, il y en a deux aussi, il y en a partout. C'est très joli. Et puis comme très souvent sur les véhicules modernes qui ont des LED partout, eh ben, on a des animations. Je vous montre, si je ferme la voiture, ça ne l'a pas fait. Je la rouvre maintenant pour voir.
Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir s'il y a un frunk. Sur cette voiture, on a un pack d'options, et ce qui fait qu'on a les portes électriques. J'appuie sur un bouton. La porte s'ouvre de façon électrifiée. Je m'installe à l'intérieur, et une fois que je suis dedans, j'appuie sur le frein. Et la porte se ferme. Bref, on va ouvrir le frunk. Touc. Alors là, il y a une animation qui montre qu'il est ouvert, mais en fait, il n'est pas ouvert, il faut l'ouvrir à la main. Allez, hop, je ressors. Hop. Voilà, à l'avant, on a un petit frunk. Il n'est pas très important. Je me demande si en version 2 roues motrices, donc sans moteur à l'avant, est-ce que le frunk est plus grand? Je ne sais pas. Là, en tout cas, c'est pas grand, mais on peut quand même foutre des câbles. Et surtout, il y a un bel habillage. Juste un accès ici pour le liquide de vitre. Le liquide de vitre. Bref. Et bien sûr, en montée sur 2 vérins. C'est très quali. C'est très très quali. Je vous propose de regarder le coffre. Le coffre, il fait 539 litres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une trappe à ski. Ici, on a un rangement sous le coffre où on peut mettre les câbles. D'ailleurs, franchement, juste petite parenthèse, les câbles Zeekr, mais quel style! Il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'ici, il y a une encoche. Donc quand on le lève, le sous-coffre tient. C'est hyper pratique. Et derrière, il y a un deuxième sous-coffre où on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Autre petit détail sympathique, vu que la voiture est équipée de suspension pneumatique, on peut appuyer ici. Ça fait baisser la voiture pour faciliter le chargement. Enfin, ça fait baisser la voiture de 4 cm. Je vois pas ce que ça facilite, mais bon voilà, pour le style, c'est cool. Et bien sûr, ici, un couvre-coffre. N'est-ce pas Xpeng? C'est quand même pratique de cacher ce qu'il y a dans la voiture. Je ferme. Bon voilà, on a un peu fait le tour de la voiture, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas mal. Mais ce qu'il y a dedans est encore mieux, je vous invite à me suivre. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Je mets le pied sur le frein, la porte se ferme. Moi j'aime ça. On a un premier écran ici de 16 pouces, c'est énorme. C'est-à-dire que moi, mon premier ordinateur, c'était un écran 15 pouces et c'était le haut de gamme. Le problème, c'est que, comme souvent maintenant dans les voitures avec des écrans de plus en plus grands, quand on conduit, voilà, je vous montre un peu ce que je vois, moi je vois ça. C'est-à-dire que toute la partie qui est là, je la vois pas. On a un écran devant le volant, un peu décevant parce que je le voyais plus personnalisable que ça. Il n'y a que cette partie-là qu'on peut personnaliser. Putain, Francky Vincent fout de la passion. Il y a encore des gens qui vont se foutre de ma gueule. Je vous jure, c'était pour faire une blague, pour un anniversaire. Bon, bref. Si on appuie sur le bouton ici, on peut faire défiler les écrans ici avec les consos, les pneus et la musique. Ça fait beaucoup penser à la Porsche Taycan, c'est-à-dire c'est un écran qui est posé affleurant, il n'y a pas une casquette qui passe par-dessus. Et devant, on a un tête haute ici, je vous montre. Alors là, on ne voit pas, je vais passer en drive. On a la vitesse, les aides à la conduite et si je mets une destination, hop, on va avoir le GPS qui va arriver, voilà. C'est pas mal. Lui aussi, il n'est pas hyper configurable. Les sièges sont en cuir. La présentation intérieure est vraiment extrêmement réussi. Il n'y a vraiment rien à dire. Le volant, il fait assez sportif, je trouve, avec son petit plat, ses petits bosselages, etc. Le moyeu rond. Les boutons sont physiques, ça c'est vraiment pas mal. Ici, on a des boutons physiques aussi pour régler le mode de conduite, ouvrir le coffre. Ça, c'est un bouton personnalisé, on va en reparler tout à l'heure. Et ça, c'est pour ouvrir la boîte à gants. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais comment ça, un bouton pour ouvrir la boîte à gants? Et pourquoi pas mettre une tirette sur la boîte à gants? Ça permet de verrouiller la boîte à gants quand on prête la voiture. Ça, c'est plutôt pas mal. Dans cette version, on a un système hi-fi avec 21 haut-parleurs. Le son est super bon, mais ça, c'est une option. Le tête haute, les 21 haut-parleurs, plus un diffuseur de parfum, etc. Option à 1500 balles. C'est le pack Advanced Cockpit. Et il y a un deuxième pack d'options dans cette voiture à 1800 balles en plus, avec les portes électriques, les sièges avant ventilés et massants, parce que sinon ils sont que chauffants, et les pare-soleil arrière, je vous montre tout à l'heure. Les sièges arrière sont juste chauffants, pas ventilés, pas massants. Je trouve que dans la version de base, avoir juste les sièges chauffants avant et arrière, même pas ventilés, sur une bagnole de 640 chevaux, je trouve que ça va pas ensemble, mais bon. Je continue ma présentation de la voiture. Ici, on a un bandeau lumineux. En fait, c'est une petite vitre en plexi où en dessous, il y a des petites formes. C'est vraiment assez joli, c'est assez discret. C'est pas comme dans la P7 Plus où la nuit, tu as l'impression d'être en boîte de nuit. Ici, on a un petit rangement dans lequel on peut mettre par exemple des lunettes, une carte de recharge, le badge de télépéage. Sur la console centrale, on a 2 docks de charge ventilés. Ici, on a un rangement avec, comme les Kia, on a le porte-gobelet qui s'ouvre et qui se referme. Ah, ça casse. Voilà. Bon, bref. Donc en fait, on peut tout virer et faire un grand rangement. Et puis on appuie ici, touc touc,
Et on a 2 porte-gobelets. Et ici, on a un rangement. Là, il y a mes petites notes parce que je ne connais pas tout par cœur. Je l'adore celui-là parce qu'on peut l'ouvrir de ce côté-là ou de ce côté-là. C'est pratique. Le volant, les rétroviseurs et les sièges sont réglables électriquement depuis l'écran. Et c'est intéressant parce qu'une fois que vous avez fait votre réglage de volant, de rétroviseur et de siège, vous l'enregistrez. Et après, à chaque fois que vous revenez dans la voiture, ça va tout caler pour vous. Il y a juste le rétro intérieur qui, lui, faut le régler à la main. Mais sinon, ça garde tout en mémoire. Et le tête haute, c'est pareil. Ça se fait ici, un peu comme chez Tesla. C'est avec les touches du volant, on manipule et on règle tout à sa sauce depuis l'écran une bonne fois pour toutes. On a ici des commandes pour les vitres électriques. Alors, c'est des commandes à la chinoise. C'est-à-dire, c'est pas comme nous où on tire ou on pousse. Là, c'est on bascule en avant ou en arrière. Et je vous cache pas que le feeling, il est pas bon. J'arrive pas à m'y faire. J'ai du mal à ouvrir la fenêtre comme je veux. En plus, il y a un petit lag. Si j'appuie, ça va pas ouvrir la fenêtre tout de suite. Non, c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. Et puis, on a 2 commodos au volant. À gauche, essuie-glace et phare, la base. Et à droite, DNR. On avance, on recule. Et puis, un coup, c'est le régulateur adaptatif. 2 coups, l'autopilote et le bouton parking au bout, la base. Et vous allez voir que l'autopilote de cette voiture, il est pas mal pensé, j'aime beaucoup. Ça s'éloigne un peu des autres productions chinoises et c'est plutôt efficace. On va en reparler tout à l'heure. Et les sièges dans cette version, ils sont donc chauffants, massants, ventilés. Le massage est très très bon. J'aime beaucoup. Bon, maintenant, on va parler de l'OS Zeekr. Alors, première chose, ça tourne sous un processeur Snapdragon 8295. Je ne sais absolument pas si c'est puissant ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est que le résultat, lui, il est canon. Je vous montre, c'est d'une fluidité incroyable. Le rendu de la voiture est magnifique. Il n'y a aucun menu qui rame, c'est vraiment au top. Ici, on a accès à absolument tous les raccourcis sur le contrôle de la voiture. Ah! Un truc important, il y a un toit vitré dans cette voiture et il a un occultant. Je vous montre. Oh! Je peux le manipuler. Allez, je le mets à la moitié. En vrai, le toit vitré, il va jusqu'au bout de la bagnole. C'est incroyable. Regardez ça. Il est énorme. On remarque tout de suite qu'on a un mode animal de compagnie, un mode chien. C'est un mode qu'on lance quand on laisse le chien dans la voiture. Je vous le montre. J'ai compris. Et voilà, et ça affiche un panneau soins des animaux, il fait 24. Ah, ça c'est marrant, ça indique le temps depuis lequel le chien est dans la voiture, pour que les gens qui passent à côté puissent être informés que tout va bien et que le chien, ok, il est dans la voiture, mais c'est climatisé et tout baigne. On a aussi un mode lavage. Il faut que je vous montre le mode lavage de cette voiture, c'est incroyable. Donc, quand on active le mode lavage, déjà, ça fait un check-up de tout. Voilà. Portière vite, etc., etc. Ça bloque tout pour laver la voiture sans que ça ouvre le porte de recharge, les fenêtres, etc. Et une fois que c'est fait, regardez comment c'est beau. Il y a la voiture, il y a des gouttelettes qui coulent dessus. C'est la couleur de la voiture avec les jets d'eau et tout. Enfin, l'animation est trop belle. Bref, je quitte le mode lavage. Il y a un mode camping aussi si on veut rester dans la voiture et que la climatisation reste active. Ici, on a un mode réglage de la suspension où on peut choisir une suspension très haute, haute, standard, basse ou très basse. Quand la voiture est arrêtée, la suspension est très basse pour rentrer et sortir facilement. Et on a un mode habitacle détente. On peut choisir si on veut que ça soit sur les 2 sièges. Moi, je vais faire seulement le mien. Déplacement du siège. Faites attention à la sécurité des passagers arrière. Alors, ça ferme le toit, ça ferme les stores arrière, ça allonge aussi l'assise là, voilà. Et normalement, ça met une petite musique. Ah oui, non, alors non. Là, c'est seulement le mode repos. D'accord. Ah ouais, mais là, voilà, là, on peut choisir la musique qu'on veut. Là, par exemple, je mets les montagnes sacrées polaires. Et là, je mets le temps que je veux avant d'être réveillé. Par exemple, 15 minutes. Je lance. C'est un peu fort quand même. Et en fait, ça me met une petite musique, ça m'allonge pour que je dorme un peu si je suis fatigué sur la route. Et au bout de 15 minutes, ça va me réveiller. C'est cool, non? Comment je le vire? Bref, continuons. En haut, on a un petit slide où on accède à tous les menus rapides, que ça soit les phares, le Bluetooth, le Wi-Fi, la luminosité, les différents modes. Et ici, c'est des raccourcis. On peut quand même choisir un petit peu ce qu'on veut mettre comme raccourci rapide. Le plus important, c'est de pouvoir virer ici l'alerte de survitesse, l'alerte de distraction qui est un petit peu trop sévère et l'anti-franchissement de ligne. L'anti-franchissement de ligne, il n'est pas réglable et il en fait trop. En fait, dès qu'on approche de la ligne, on a des coups de volant, c'est relou. Cet OS, il est très performant, très rapide, mais surtout, il est ultra complet au niveau des réglages. Quand on clique ici pour accéder au menu,
On a donc tout un menu ici à la sauce Xpeng, Tesla, etc., etc. Tout le monde fait pareil de toute façon. Et vraiment, on peut configurer la voiture à sa sauce. On peut tout faire, vraiment. Enfin, c'est assez incroyable. Vraiment, vous allez pouvoir passer du temps à régler tout ce que vous voulez. Comment fonctionne la voiture. Enfin, il y a vraiment tout. Je vous donne un exemple tout con, mais par exemple, sur écran ici, on peut dire, est-ce qu'on veut que l'écran d'accueil, ça soit toujours ensoleillé, ici, ou toujours en forte pluie, ou dynamique en fonction du temps qu'il fait. Ce qui fait que quand on vient ici, bah là, il dit qu'il fait beau. Oh, bah, en vrai, il fait pas beau. Mais quand il pleut, bah, il y a de la pluie qui coule sur la voie. Enfin, c'est incroyable la personnalisation. Mais le système n'est pas ultra personnalisable. C'est-à-dire qu'il est personnalisable dans le fond, mais pas dans la forme. Par exemple, la barre en bas, je ne peux pas garder un doigt dessus et modifier et mettre les raccourcis que je veux. C'est fixe en bas. Je peux modifier les raccourcis qu'il y a ici. En appuyant ici, hop, je peux choisir les raccourcis que je veux mettre dans cette barre. Mais c'est que 5 éléments et puis il n'y a pas d'application. Il n'y a pas Spotify par exemple ici. Et par exemple, moi dans la barre du bas, je trouve qu'il manque le téléphone quand on a envie de passer un coup de fil. Et ben, quand on a envie de passer un coup de fil, on est obligé de faire appli. Il est où le téléphone? Téléphone, voilà. Moi je trouve qu'il devrait y avoir un raccourci téléphone en bas. Mais on ne peut pas. En tout cas, j'y suis pas arrivé. Deuxième chose, on ne peut pas diviser l'écran en deux. Quand on conduit, je vais passer en drive, regardez. Voilà, on passe avec le GPS. Je ne peux pas avoir une partie ici, par exemple, avec ma musique et le GPS là, comme chez Xpeng ou comme chez Tesla, avoir ici une visualisation des ADAS. Non, c'est tout full screen. C'est-à-dire que si on roule, on est au GPS. Si je veux changer la musique, je vais là. Là, j'ai accès à ma musique. Une fois que j'ai changé, il faut que je rappuie là pour accéder au GPS. Je ne peux pas avoir un écran partagé en deux. Et il y a une fonction aussi dans cette voiture qui est assez hilarante. Je l'ai mise ici en raccourci. Ça permet de faire des bruits à l'extérieur de la voiture. Donc, comme chez Tesla, on peut appuyer ici et diffuser sur le haut-parleur extérieur sa propre voix, soit en voix originale, soit en voix grave, soit en voix aiguë. On peut aussi diffuser le contenu multimédia, c'est-à-dire que si on passe de la musique sur Spotify, ça peut être envoyé sur le haut-parleur extérieur, seulement à l'arrêt évidemment. Mais on peut aussi envoyer des petits sons. Alors là, il y a 4 sons préenregistrés, dommage, c'est marqué en français mais ça parle en anglais. Par contre, on a des sons ici qui sont très drôles. Par exemple, le cheval. Ou second degré, le bruit de voiture de sport. Et je vous cache pas, je l'ai fait à Paris. J'étais arrêté à un feu rouge, il y avait des gens qui traversaient devant sur le passage piéton. J'ai fait un bruit de cheval, ils étaient perdus. C'est très très drôle. Il y a un truc que j'aime dans cette voiture, j'en ai déjà parlé pour la Twingo, j'adore ça. Quand on va ici dans connexion, pour mon téléphone, je peux choisir entre le Bluetooth seulement pour avoir le téléphone ou je peux activer la musique. C'est-à-dire qu'à partir de là, si je veux regarder quelque chose, par exemple un petit bout de vidéo YouTube ou écouter un message vocal sur mon téléphone, ça passera sur la voiture. Mais ça, je peux le désactiver. Ou activer ou non Apple CarPlay. On peut vraiment choisir. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est-à-dire qu'on peut activer Apple CarPlay entre le téléphone et la voiture, mais faire en sorte qu'il ne soit pas actif dès qu'on monte dedans. On l'active, hop, seulement quand on en a besoin. Voilà, Apple CarPlay est activé. Maintenant, je vais ici, Apple CarPlay et boum, j'ai Apple CarPlay en full screen. C'est très très intéressant parce qu'on garde la barre du haut, on garde la barre du bas et on garde le panneau ici pour accéder à toutes les fonctions rapides. C'est vraiment très très bien fait. Et avoir un Apple CarPlay aussi gros, ça fait vraiment plaisir. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'avant. On va passer rapidement à l'arrière. Suivez-moi. Bon, eh bien, nous voici à la place arrière. Et le soleil est en train d'un peu tomber. Et la luminosité aussi. Et je vous montre un peu l'éclairage d'ambiance. Je vous ai dit que c'était discret. Franchement, c'est assez discret, c'est assez joli. Aux places arrière, légèrement de la place. On peut le voir au niveau de mes genoux. Hein, c'est plutôt pas mal. On a largement de quoi mettre les pieds sous les sièges. Ça, c'est vraiment cool. Pas d'écran à l'arrière. Par contre, un petit vide-poche ici. Et ici, il y a une espèce de crochet avec une poignée. J'ai essayé de manipuler, je ne sais pas ce que ça fait. C'est très bizarre. Ici, on a des commandes. Bon, les commandes de lève-vitre, évidemment. Et je vous montre un truc. Donc, si je baisse, ça baisse la vitre. Ok, bon, facile. Si je remonte, ça remonte la vitre. Mais si je remonte une deuxième fois, ça remonte le store. Ça, c'est classe. C'est une option et c'est classe. Ça fait partie d'un des packs, je ne sais plus lequel. Hop, je rebaisse.
Et au niveau du siège qui est derrière le siège passager, j'ai des réglages pour faire avancer ou reculer le siège avant. Par exemple, si je fais ça, le siège avant avance. Comme ça, j'ai plus de place. Par contre, ça le fait même s'il y a quelqu'un sur le siège. Ça, c'est abusé. Et si je fais ça, ça le penche en avant. Ah, c'est le max là. C'est quand même pas mal. Et puis à l'arrière, pareil, hein, j'appuie et on a les portes automatiques. Allez, referme-toi, petite porte, parce qu'il pleut. À noter que là, par contre, j'ai pas les rangements que j'ai à l'avant. Ah, un truc qui est important à noter, c'est que toutes les portes de la voiture donc, sont électriques. Mais il y a un système mécanique de secours. Alors, on le voit, il y a un sticker ici. On le voit ou pas? Allez. Oh putain, ouais, c'est dur. Attends, je vais filmer là. Ici, là, il y a marqué porte de secours. Et en fait, c'est un crochet à attraper en dessous. Ici, là. Voilà. Hop, on tire, on ouvre. Je sais pas si on a vu, je sais pas si c'était très clair. Mais ce qui est bien, c'est que premièrement, c'est des vrais poignets. On attrape, on ouvre. C'est pas un cache qu'il faut faire sauter avec un câble qu'il faut tirer, faut pas déconner. Ce serait bien qu'on voit pas mon fion quand même, bordel. Et deuxièmement, c'est dispo sur les 4 portes. Par contre, il faut informer les gens parce que là, t'as un accident, la porte s'ouvre pas, allez le choper en dessous, surtout aux places arrière. Non mais c'est un enfer aux places arrière. Non mais c'est impossible de l'avoir en fait. Bon, aux places avant, c'est pas mal, mais aux places arrière, si on fait comme ça. Je préférerais une poignée bien visible, mais bon. On n'a pas de tablette, on a une petite poche aumônière, et puis on a ici un accoudoir. Il est sympa. La trappe à ski dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah, d'accord, fallait taper. Et ici, on peut soulever, on a un rangement avec 2 prises USB-C. Ah non, une prise USB-C, une prise USB-A. Et puis, quand on soulève ici, là-dessous, hop, on a les 2 ports Isofix. Port Isofix. Fixation Isofix. Bref, il y a les 2 Isofix et c'est pas mal qu'ils soient cachés en dessous. Parce que ça fait un beau siège. Et puis, on fait crac-crouk et on l'a. Et les sièges arrière ne sont donc que chauffants, entre guillemets. Ils sont pas ventilés. Et ils sont pas maçants. C'est presque devenu une déception, c'est fou. Mais bon, tout ça, ça coûte donc environ 67 000 €, je crois. Un SUV de cette qualité, avec cette présentation, équipé comme ça, quasiment 650 chevaux et une batterie de 100 kWh. Eh ben, c'est un super rapport qualité-prix. Pour quelqu'un qui est capable d'acheter ça chez les Allemands, il va faire des économies de malade. C'est un peu flippant quand même. C'est le prix d'une Alpine A390 qui offre pas cet équipement-là et qui offre pas cette puissance non plus. Qui offre sûrement de meilleures sensations de conduite parce que, on va le voir, cette voiture pèse un certain poids et sur la route, c'est un peu pâteau. Mais quand même, les 2 voitures ne boxent pas dans la même catégorie. Bon, je crois qu'on a fait le tour en statique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer en dynamique. On va conduire cette voiture. À tout de suite. Bon, bah, chose promise, chose due. Maintenant, on accueille l'expert, le pilote, Alex. T'as vu comment je suis accueilli quand même? Regarde, maintenant tu t'installes, t'appuies sur le frein. Franchement, en tant que passager, je trouve ça naze parce qu'il faut appuyer sur le bouton et tout. En tant que conducteur, tu entres, tu mets ton pied sur le frein, ça se referme. T'as un peu l'impression d'être dans la haute, quoi. Bah oui, de ouf. Bon, il y a un truc que j'ai oublié de dire lors de la petite présentation statique que j'ai tournée tout à l'heure, en fait hier. On le voit à la météo, c'est pas du tout la même. C'est que pour rentrer dans la voiture, tu as une clé. Ouverture et fermeture à l'approche, enfin verrouillage, déverrouillage à l'approche et à l'éloignement. Il y a une application, mais on n'a pas eu accès à l'application. Mais on peut ouvrir la voiture avec son smartphone comme clé. Mais ça marche très très bien. Alors là, vraiment, ça marche tout le temps, nickel. Elle est toute petite, pas de place dans la poche. Parfait. Bon, rapidement, on va passer à la route. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un peu de route-ville, un trajet mixte, on va dire. On va mesurer vite fait la conso, on fait pas d'Ioniq 28 Challenge. Parce que quand tu achètes une voiture de 650 chevaux, je pense que la conso, c'est pas tout le problème. C'est pas le plus gros problème, on dirait. Voilà. Ouais. Et que tu as une batterie de 100 kWh en plus. Donc en toute logique, même si elle consomme un peu, à moins qu'il consomme de manière 40 kWh au 100, ça sera très acceptable pour l'autonomie. Rapidement, je présente tous les modes pour la conduite. Il y a un mode confort, il y a un mode normal, il y a un mode sport. Le mode confort, il est ultra confort. Alex, tu l'as jamais conduite, c'est la première fois que tu t'assois dedans, c'est ça qui est génial. Tu vas découvrir tout ça. Ultra confort, tu l'utilises en VTC, tu feras plus jamais gerber tes passagers derrière. Normal, c'est normal, on va dire. Et sport, Ça tombe bien. c'est sport. Freinage régénératif, on a freinage régénératif standard et fort. Tu verras, tu me donneras ton avis, on va rouler en fort. Mode de pilotage, confort, normal, sport. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Ça doit être la direction, non? Peut-être. Hauteur de la suspension, très bas, bas, standard, haut, très haut. En fait, c'est ajustatif. Ouais, ça n'existe pas comme
En gros, tu ouvres ta porte, il se met en ultra bas pour te faire descendre sans que tu sautes de la voiture. Ah. Tu roules, tu es en mode normal. Tu sais qu'il y avait ça chez Porsche d'ailleurs. Ouais, et quand tu roules vite, il se met en très bas aussi pour réduire la traînée. Donc ça, c'est le mode automatique. Ça se fait tout seul. Mais ouais. tu peux jamais te le faire. Si, Ah. si tu as envie de monter et de te mettre très haut, tu peux. Là, on voit la voiture qui monte. Ah ouais. Bon, voilà. Mode d'amortissement, confort, standard sport, bon, t'as compris. Conduite à une pédale, Bon, c'est normal. Hein. one pédale. Voilà. Auto-hold, bah, conduite à une pédale, donc pas d'auto-hold. Il Ouais. est là, mode neige, mode tout-terrain, mode super économie d'énergie. Alerte centrage du volant lorsque au démarrage du véhicule, le conducteur est alerté si le volant n'est pas centré. Ah, c'est pas mal. Parce que si jamais t'es tourné de 360 degrés, Bah, tu là, crois c'est le cas, non? Non. T'imagines, je suis comme ça. T'es à fond là? Non. Non, mais Mets-toi- je vais t'embuter. ah, Et mets-toi du coup, je suis comme ça. Du coup, si je l'éteins, là, je pourrais croire que mes roues sont droites. Ouais. Mais elles sont pas droites, elles sont comme ça là. Oui, voilà, vas-y. Et du coup, comment je le sais là? Ok, ça ne fait rien. Bon, voilà, ça c'est pour la conduite. Et ben, ce qu'on va faire, c'est aller ici dans gestion de l'énergie. Ce panneau gestion de l'énergie est génial. Ah, il y a des Statistiques vrais des trips. trajets. Ouais, alors regarde. Donc, tu as les statistiques, temps de conduite, la distance conduite, la vitesse moyenne, la consommation d'énergie totale en dynamique et statique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on va le réinitialiser. C'est fait? Ah bah putain, il n'y a pas de confirmation. Allez, on va se faire un peu de vie de route. Et tu vas me donner ton avis. Donc en là, fait, il fait chaud. ouais, il fait ultra chaud. On attendait qu'il fasse beau cet après-midi pour aller tourner. Ben, là, on a choisi le bon créneau. Il fait même. Très chaud. Alors Alors là, on va partir en normal, vas-y. Tu as compris qu'il fallait baisser pour avancer. Parce que c'est rare les voitures qui font ça. Non, c'était une blague. du coup, j'ai merde. Comment j'ai fait un truc bizarre là? Non, pourtant, ça me paraît standard. Donc la voiture n'a pas de bouton démarrer, hein. Quand tu t'installes dedans, elle est allumée. J'ai envie de dire normal. J'ai envie de dire ta gueule. Et marche avant, marche arrière, au commodo de droite, j'ai envie de dire normal aussi. Par contre, il faut le pied sur le frein pour passer d'une vitesse à l'autre. Donc, qu'est-ce que tu penses du toucher de pédale? Là, pour faire, regarde, arrête-toi, petite manœuvre, Ouais, tu veux avancer d'un mètre. C'est pas très fort le one pedal là, sur les derniers mètres. Hein. Non, Et- mais juste regarde, si tu veux rouler à 2 km/h, est-ce que tu peux? Est-ce que tu sens que c'est un beau toucher de pédale, bien soft, bien... Non, ça va. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est juste que le lâcher complet. Là, voilà, elle roule encore, elle roule encore. J'ai lâché il y a déjà. Hop. 3 jours. T'as Voilà. roule encore là? Ouais, tiens. Ah, mais il y a un tête haute déjà. Ah, ça y est. Ça, il est, ouais, je sais pas si Ah, vous ouais. avez vu, il était là. Non, Ouais, mais le one pédale. Oh, il y a la tête haute. Oh putain. il n'y a pas assez de régène du tout. Là. Ouais. C'est juste, même en conduite normale, arriver à un rond-point, faut que tu touches le frein. Quoi. Par contre, je trouve que le point neutre est pas forcément évident à choper. Oh, je te trouve dur là. Je trouve que t'es rapidement dans l'un ou dans l'autre. Je suis absolument pas d'accord avec lui. Je vous le dis, je trouve que ça marche. Alors, je te montre un truc intéressant. Je te passe en accélération confort. Là, je pense que tu vas trouver le point neutre. Parce que pour le coup, c'est très très doux. Hein. Oui, non, là, oui, c'est mieux. Là. Quand on va ici dans gestion de l'énergie, ici, on se rend compte que en confort, il n'y a que le moteur arrière, vraiment. Et même si tu accélères fort, vas-y, que le moteur arrière, tout le temps. Quand on passe ici en conduite en normal, là on se rend compte que c'est le moteur arrière, mais si tu accélères un bon coup, hop, le moteur avant se met en route et il s'arrête. Et quand tu passes évidemment en mode sport, ici, et ben là tu es tout le temps aux deux moteurs, quoi qu'il arrive. Là si tu accélères, voilà. Belle accélération en ville, bravo monsieur, vous avez votre permis. Ouais. Dans le sport, par contre, c'est pas possible. C'est pas agréable du tout. Moi je trouve que la suspension à la boîte pneumatique, elle est pas très soft quand même. Ah oui, non. C'est un peu raide quand même. Ah, tiens, je trouve que ça manque d'une zone neutre plus large. Ok. Cette voiture fait 650 chevaux donc, Ouais. et on peut lui mettre des bruits de moteur. Ah Non, Ah bon, non. ne monte pas très haut parce que la descente va être Ah oui, vertigineuse. justement, ça qui est bien. Ça... Je t'en mets un. Simuler le son de la voiture. Ah oui, arrête. Ah oui. Putain, j'ai cru qu'il y avait une vraie voiture qui était passée. Alors vas-y. Je sais pas si vous entendez. Un peu artificiel, mais je veux juste voir moi s'il est lié au couple ou à la vitesse. Pour moi, ça a l'air d'être pas mal quand même. Ah, il a un peu de retard. Faudra le mettre en mode sport pour que je vois. Mets-toi en mode sport pour que j'ai plus de réactivité. Ouais, ce bruit là est pas ouf quand même. Un peu trop Et surtout, artificiel. vas-y, mets-toi en vitesse stabilisée. T'as le bruit en vitesse stabilisée. Alors là, c'était le son simulé pour l'intérieur de la voiture, mais tu as aussi la tempête de combat aérien. Oh voilà. C'est Top Gun. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé. Non, c'est un peu trop artificiel. Ensuite, tu as l'air mécanique. Voilà.
Ça fait un bruit de thermique, mais bizarre quand même. Hein. Ouais, un bruit thermique, mais fou, Need for Speed 2. Ouais. Et on se remet en conduite normale. Bon, là, déjà, on a niqué les consos, mais c'est pas grave. On pourra remettre à zéro juste après si tu veux. Moi, ce que j'aime pas sur cette voiture, c'est la direction. Elle renvoie rien. Elle est lourde. Je déteste la direction de cette voiture. Apparemment, j'ai fait quasiment que de la ligne droite. Alors, c'est difficile. C'est vrai. En tout cas, c'est sûr, la régène n'est pas assez forte. Ah bah non, la régène est trop faible. Bon, allez, on se retrouve quand on sera en ville. À tout de suite. Et j'aurais roulé un peu, quoi. Voilà. Bon, bien, nous sommes en ville actuellement, dans les rues de la Teste. Le confort, on n'a pas parlé du confort. Confort de suspension, on a dit que c'était un peu raide Ouais. quand même. Même quand on le met en souple, finalement, c'est assez dur. Et les sièges? Bah, les sièges, ils sont mous sur une surface. Mais c'est vrai qu'en dessous, c'est dur. Du coup, je peux penser qu'on puisse un peu avoir mal au cul avec le temps. Moi, j'ai mal au cul. Ah, Ah, l'écran, il a un problème, c'est que Voilà. quand il passe en mode nuit, en fait, tu sais, il s'adapte automatiquement à la luminosité de la voiture. ouais. Mais en fait, en mode sombre, il devient vraiment trop sombre. Et donc, si tu le règles manuellement, enfin, c'est relou, donc faut le laisser. Mais il est un peu trop vif sur la luminosité et c'est un peu dommage. Bon, il fait très beau, il fait pas très chaud, c'est où le thermomètre 22. Mais on s'est quand même mis les sièges ventilés. Les sièges massants. Sièges massants, on est Qui bien. sont pas mal, franchement, les sièges massants. ils sont bien. Par contre, le concept de pouvoir mettre les sièges ventilés avec les sièges chauffants, c'est histoire de ventiler le chauffant, quoi. Alors, c'est trop bizarre, effectivement, mais ça se trouve, en hiver, c'est mortel. T'as du chaud avec un petit air chaud dans le dos, ça se trouve, c'est encore mieux. Toi, tu disais que c'était plutôt premium. Ouais. Alors, c'est premium avec les portes, avec les prestations, tous les Les réglages qu'on peut matériaux. avoir dans la voiture, voilà. Regarde, rien que ça, le petit effet lumineux, c'est une petite baguette qui est incrustée dans du plastique, là. Ouais, mais moi, je trouve quand même que tu vois, les Non, commandes du volant, je trouve pas ça premium, non, excuse-moi, ça... Il fait un focus sur ses commandes de volant. Bah, c'est quand même ce qu'on utilise au quotidien. C'est ce Mais qui... même les commandos, ils sont tous smooth et tout, comparé à ce qu'on a vu, par exemple, sur une CLA qui vaut le même prix. hein. Oui, bon... 65 000, t'as une CLA propulsion, hein, un peu bien équipée. T'as une autre efficience. Oui, mais t'as pas 650 chevaux. Hein. Oui. Non, c'est quand même pas mal. Ça vaut des Allemandes à 100 000, quoi. Oui, alors, oui, je suis d'accord. Il faut qu'on ait des piétons, là. Il faut qu'on ait des piétons pour leur faire le cheval. Bon, pour l'instant, niveau conso, on est kiff avec la Twingo, j'ai envie de dire, en ville, presque. Non, 2 fois plus que la Twingo. Mais Et puis, la Twingo sur autoroute, c'est ce que je veux dire. ville-route, on est au-dessus de la Ioniq 28 sur autoroute à 130. Ah, les commandes de vitres, je sais pas. Horrible. Je pense qu'il y a un coup à prendre, mais sur les commandes de vitre traditionnelles des voitures européennes, il n'y a aucun coup à prendre. T'as compris tout Ah de oui, suite non, comment tu ça sais ce que marche, tu quoi. tires, tu sais ce que tu pousses. Et juste en comme plus, ça. souvent, tu as 2 crans, Oui. ce qui fait que tu as le à impulsion et le auto. Ouais. Là, tu comprends rien. En plus, il y a un lag. Je sais pas si t'as marqué. Oui, et ça, du coup, t'as l'impression que t'as fait le mauvais mouvement, du coup, tu fais l'autre, du coup, il se passe rien parce que tu viens d'annuler le mouvement que tu viens de faire. Horrible. Horrible. Ouais, par contre, toi, les ADAS, les affichages chez les voitures qui détectent et tout, c'est un peu n'importe quoi. Ah ouais, alors ça, on n'en a pas parlé. Et c'est important d'en parler. Bravo, Alex. Ici, par exemple, Oh, moi, je filme pas le bon côté. J'inverse. Ici, là, on voit tout ce que la voiture voit, c'est-à-dire les voitures sur le côté, etc. On voit le vélo? Ouais, on voit le vélo. Attends, je le zoome. Et on l'a aussi dans le tête haute là-bas. Franchement, c'est pas bien. Et là, les voitures qui sont garées, en fait, elles arrêtent pas de bouger, alors que là, elles sont garées, quoi. Ah ouais, ouais. Elles arrêtent pas de sortir, se mettre en épi. Et dans le tête haute, il n'y a pas de réglage pour pouvoir le retirer si on veut pas l'afficher. Non, c'est ce que je reproche à cet OS. Dans le fond, tu peux configurer énormément de trucs sur le comportement de la voiture. Mais après, sur des personnalisations d'affichage, c'est-à-dire le contenu, lui, l'écran, il est pas très modifiable. Le tête haute, pas très modifiable non plus. De ce que j'ai vu en tout cas, là, on a la voiture pendant 4 jours, donc c'est difficile de tout fouiller, mais je pense avoir tout fouillé quand même. C'est ce qui lui manque un peu. Pitié qu'il y ait des gens qui traversent au carrefour, pitié. Pitié qu'il y a qui traverse pas. Allez, on fait le cheval. Les gens, ils veulent passer. Arrête, ça se fait pas, les gens, ils veulent passer. P. Attends, il y a la dame là-bas. C'est Il y a la ridicule. dame. Laisse passer les gens, Alex. C'est vrai, mais personne. Là, ils veulent passer, Arrête-toi. Attention. Les gens sont devant. Allez, On est parti. Cheval. c'est ridicule. Ah, il y a un truc après en plus. C'est ridicule. Les gens rigolent. On a rendu des gens heureux. Attends, vas-y, on va laisser passer, et on va laisser finir. Bah, mais P alors, si tu laisses passer, tiens. Il est con. Les gens nous regardent. J'ai eu la honte de ma vie, mais c'est pas. Ça va. Excessivement drôle. Pour le coup, je préfère ça
OP OP. Je trouve Le- que c'est une invitation à la déconne. à la rigolade autour de toi. Il n'y a pas un truc un peu, ouais, c'est un peu grave votre truc. Tu vois. Ouais, ou alors quand tu fais le bruit de paix, les personnes qui passent se demandent si c'est pas le mec qui est avec eux qui a pété. Non, le cheval, là tu te dis, quoi? C'est mon mari qui fait le cheval? Non, il y a un bruit de tracteur aussi. Il y a un feu vert là-bas. On roule doucement. Attends, je laisse passer la dame et on fait le chat quand. Vas-y. Vas-y, attends, on lui fait le minou à la dame. Elle s'est retournée au dernier moment, genre quoi? Elle est morte de rire. Voilà! C'est une voiture qui rend les gens heureux. Non, ça pour le coup, faut avouer que c'est drôle. Et là, vas-y, attends, je t'en montre un dernier. C'est le tracteur. Attends, je vais essayer d'ouvrir la vitre pour qu'on l'entende un peu. Le tracteur, c'est ça. Ça fait un vieux tracteur qui démarre. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Ah, mais c'est fort le son dehors quand même. C'est pas mal quand même. Les gens, ils sont morts de rire. J'adore. Franchement, rien que pour ça, je filme cette voiture. Alors ça, faut avouer que c'est très drôle. Franchement, là j'en ai les larmes aux yeux, tu vois. On se retrouve tout à l'heure pour avoir un petit chiffre de conso trajet mixte. Et après, on passe en mode sport et on voit ce qu'elle a dans le ventre. Allez, à tout de suite. Bon, eh bien, notre trajet extra-urbain-urbain s'arrête. On a fait exactement 48 km. On a refait des tours pour faire des stories, envoyer des bruits de cheval. Et de chat aussi. Et de c'est chat. sympa, le chat aussi. Et on a consommé sur ces 48 km, 17,4 km au 100. ce qui est à la fois nul Ouais. et à la fois pour une voiture de 650 chevaux en jante 21 pouces. Pas si dégueu Bah pour ouais. autant. Ah, tu vois, là tu fais plus de 600 bornes bah oui, non, en ville, quoi, y a pas de problème. Non mais t'as de l'autonomie. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, tu vas payer un peu plus cher que les autres, quoi. Cela dit, une voiture thermique de 650 chevaux, à mon avis, ça consomme pas 5 litres au 100 non plus, hein. Maintenant que ce test à vitesse normale est terminé, regardez le sourire Ah, sur cette personne. C'est où que ça se passe? Allez hop. Du coup, mode sport. Allez hop. Tac. Pilotage sport. Moi je veux à ras du sol. Full sport. Sport. Allez. Sport. On met tout sport. Maintenant, on va se rendre sur la zone où on mesure le freinage régénératif. On va faire un petit 0 à 100, voir si les 3 secondes 8 elles sont là ou si c'est de la connerie. Et puis, bah voilà, allez, à tout de suite. Allez. T'avais direct les bruits quand tu fais parking, c'est où? Non, faut faire ça. Imagine, je suis là, c'est comme ça. Je fais ça, et depuis là. Ouais. Et après, tu as des light shows aussi. On va dire par exemple. Les cœurs. Les cœurs. C'est parti. N'oubliez pas votre téléphone. Ok, allez, on va voir. Un light show en plein soleil, c'est pas vraiment la meilleure Ah, elle ouvre les fenêtres. C'est bien pour des mariés en fait, de faire un mariage, quoi. C'est pas vraiment indispensable, quoi. Non. Bon, après ce light show incroyable, on va aller chez Botanique pour tester le parking auto. Tiens, là, Botanique, c'est là. Je sais pourquoi on va là. Donc là, normalement, au niveau du choix, il y a le choix. Je vous montre, là, au niveau des places, On va se garer à droite. on est va se garer tranquille. à droite. On appuie ici sur parking auto, et là, la voiture analyse directement toutes les places. Alors là, t'as vu? Le problème, c'est qu'elle te laisse un choix de place, mais tu vois, par exemple, celle-là, on pourrait s'y garer, elle ne le Ouais, fait pas. ouais. Tu sais pas pourquoi. Allez, on va prendre celle-là. Allez hop. Non, j'ai dit celle-là. Voilà. Appuyez sur le frein pour lui la place. Ok. Puis appuyez sur démarrer. Allez. Sauf que c'est marqué début. Relâchez le volant de direction et le frein. Ok. Soyez prêts à reprendre le contrôle à tout moment quand même. Donc là, par contre, j'aime bien parce qu'elle dit ce qu'elle fait exactement. Ah, là qu'est-ce qu'elle fait Ah là ouais, là, il n'y a aucun sens de faire ça là. Mais C'est pas terrible pour moi. J'ai peut-être mis une place un peu loin, peut-être, tu vois. non, mais attends, c'est facile. Là, on pouvait le faire en une marche arrière, hein. Là, elle est censée aller directement à la place, hein. Et là, faut pas qu'elle refasse de manœuvre. Là. Elle est prudente quand même. C'est lent.
Ah, en plus, là, elle est pas bien. Elle a débordé un peu d'à côté, elle aurait pu être bien direct sans faire de contre-manœuvre. Ah, c'est pas mal. Et là, confetti. Parce qu'elle est heureuse. Regardons. Moi, je trouve, le choix des places, c'est pas aussi bien que Non. Xpeng et Ah Tesla. non. Deuxièmement, elle fait trop de manœuvres. Trop de manœuvres, Ouais. trop lent. Et en plus, avec des petits à-coups. Là, elle est quand même plutôt au centre ici. Elle est un petit peu à droite, mais. Ouais, ouais. On a vu pire, mais on a vu mieux. Ouais, je sais pas si je l'utiliserai à chaque fois, quoi. Allez, on va faire le test de régène, c'est parti. Bon allez, on attaque. On va voir combien de mètres elle parcourt avant de s'arrêter au one pedal à 80 km/h. Il n'y a pas de limiteur de vitesse, on l'a dit, donc il va falloir que tu le fasses au pied. Quand tu passes devant moi, tu lâches l'accélérateur, tu laisses le one pedal agir. Je vais vous montrer un truc qui est rigolo. Alex, je vais t'ouvrir toutes les portes et puis tu vas avancer un petit peu par là. Attends, je vais le faire ici, hein. C'est vrai qu'il peut ouvrir toutes les portes depuis l'écran. Voilà. Voilà, je suis un peu cerné par les portes là. Bon, allez, je m'en vais, moi. On comprend très bien qu'elle se ferme la porte quand même. Vas-y, roule, il y a de la place, il y a la place. T'es sûr? Ouais, ouais. Ah, celle-là, c'est pas. Elle est con ou quoi? Ah si. Bon. Ouais, j'accélère jusqu'à 80 km/h. Je le maintiens au pied. Hop, je lâche. Oh là. Ouais, ça va loin là. Ah, normalement, je devrais m'arrêter par là habituellement. Donc là, ça dépasse encore. Ouais. Et là, on est à 15 km/h, mais ça roule encore. 9, 8, 7, 6, 5. Hop, ça y est. 168 mètres, c'est beaucoup quand même. Et ouais, c'est beaucoup parce qu'une Mercedes CLA par exemple, c'est 91 mètres, mais c'est un petit peu fort. La Renault Twingo, c'est 110 mètres, la Leapmotor B10, 114, la Tesla Model Y Propulsion, 123 et la P7 Plus, 128. Donc là, on a la preuve par les chiffres que cette Zeekr 7X a un freinage régénératif un petit peu trop faible. On utilise trop la pédale de frein. Bon, on a testé la régène, Alex. Ouais. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tester un petit 0 à 100. Ah bah, c'est clair. Je vais faire frein, accélérateur à fond. Et puis pas si on est sur les deux pédales. Donc, il Bon. n'y a pas de launch control. Allez, 3, 2, 1, go. Top, 100. eh ben, putain. En fait, l'accélération, ça part, mais sans te donner un gros coup de pied au cul. Ouais, il n'y ça a part, pas de coup de pied au cul. Ça part quand même pas mal, hein. Mais la puissance arrive après. Je trouve que c'est ça, c'est qu'elle part pas très fort, mais par contre après elle te scotche et elle pousse. Et t'as l'impression que là, nous on t'a levé à 100, mais ça continuait pareil. Ouais. Bon, ça pousse, hein. Voilà, on peut pas dire que ça pousse pas. Après, c'est pas une voiture qui nous donne le frisson. Elle est sympa comme voiture, ça marche fort, mais il n'y a pas ce petit truc où tu fais ah tiens j'aime bien quand elle me fait ça, tu vois. En gros, c'est une grosse voiture premium très puissante. Ouais. Ça n'a rien à voir avec par exemple une Ioniq 5N ou une Alpine à 390 qui vont être plus taillées sur Putain, les la sensation, sensations de ouais. conduite, etc. Ou même une BMW. Là, c'est vraiment grosse patate, bien puissante. T'accélères, pas ça part, sans grosse sensation, mais Ah, ça. t'es tracté quand même. Bon, et bien voilà, Alex, au revoir. Merci pour ton avis d'expert sur l'automobile présente. Ben, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est la ramener à Paris. Donc, on va se faire un petit coup d'autoroute avec. Enfin, un gros coup d'autoroute même. Bon, allez, bah, à tout de suite pour l'autoroute. C'est l'heure du grand départ. Alors oui, on va faire un long trajet. Je ramène cette voiture à Paris. Quel est le trajet? Comme d'habitude, la Teste de Bûche en Gironde, Paris, environ 620-650 km. Cette voiture a une batterie de 96 kWh net environ. Elle charge à 480 kW en DC. Charge entre 13 et 16 minutes suivant la borne. Ça devrait le faire. Même si elle consomme un peu, ça va le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce que propose le planificateur. Donc déjà, le GPS, on va regarder un peu les options qu'il a. C'est ici les options. Donc on peut afficher le trafic, option d'itinéraire, on peut éviter les autoroutes, etc. Ici, on peut régler le pourcentage qu'on veut à destination. Donc nous, on va dire 10%. On veut arriver à Paris avec 10%. On ne peut pas choisir le pourcentage d'arrivée aux bornes. C'est elle qui décide. Et là, il y a un truc très intéressant. C'est ici dans Gérer. On peut dire quelle station de recharge on veut. Le problème, c'est que s'il y a, par exemple, Atlante, ouais. S'il y a Ionity, ok. Il n'y a pas Fastned. Et surtout, il n'y a pas Electra. Dommage. Une fois qu'on a sélectionné, on fait appliquer. Et on a nos réseaux de recharge préférés. Et on peut les sélectionner. C'est un peu comme chez Xpeng. On peut sélectionner ses réseaux de recharge préférés et ensuite les activer ou pas les activer.
C'est sympa quand même. Bon allez, il est temps de dire où on veut aller. Dans cette voiture, il y a un assistant vocal. Sincèrement, il n'est pas génial. Comparé à Xpeng, comparé même à Renault, au petit Renault là, eh ben non, c'est vraiment moins bien. Ah, Zeekr, Oui, allez à Paris. Bon, il est mignon par contre. d'accord, partons ensemble. Donc là, hop, vous avez vu, il a mis un petit peu de temps. Hop, ouais, c'est passé trop vite là. Il a mis un petit peu de temps entre le moment où il affiche mon trajet et le moment où il rajoute une borne. On ne savait pas trop ce qui se passait. Bon, je vous montre vite fait ici, c'est l'endroit où on coupe ou on active le son. Donc là, il m'a mis une borne Ionity. Allons voir. Ah, 2 Ionity. Alors là, c'est quand même spécial. C'est une batterie de 100 kWh. Elle consomme environ à 25 kWh au 100. Donc je devrais faire en gros 400 km d'autoroute sur mon premier run. Je suis à 98% de batterie. Et elle me fait faire 2 arrêts. Le premier, en plus, un 22,80. Et par contre, le deuxième, un 23,30 pour arriver ensuite à Paris à 10%. Par contre, un truc qui est trop bien, c'est que la voiture indique en permanence en bas à gauche du GPS dans combien de temps j'arrive chez Ionity et à quel pourcentage batterie je vais arriver. Donc je me note, j'arrive à Ionity à 22%. Ouais, je suis professionnel, je le note sur ma main. Et c'est quelle station? Jaunet-Marigny, donc c'est Jaunet-Clan. Il y a un Courtepaille à côté. Et ça me dit, ça donne des infos sur la station? Ah, ça donne des prix, 62 centimes le kilowattheure. Ok, c'est cool ça. Ça dit qu'il y a un câble, j'aime bien. Et 3 sur 4, c'est pas mal ça. Et puis on va regarder tout de suite si on peut chercher manuellement des bornes sur la route. On fait ça, on fait ajouter un arrêt, station de recharge. Là, encore une fois, on peut chercher que les Atlantes Ionity Total Energy. J'ai sélectionné au-dessus de 150 kW. Et effectivement, là, ça me liste toutes les bornes Atlante, Ionity, Ionity, Atlante, Atlante, Ionity, Ionity, Atlante, Atlante, Ionity, Total Energy. Par contre, il me trouve qu'une seule Total Energy à 600 km. Clairement, il y a des stations de recharge Total Energy avant. Je vais voir si je désactive mes réseaux de recharge là. Application. Il me recalcule l'itinéraire. Là, il me dit que j'y arrive pas. Hop. Ah, une BP Pulse. Ah! Donc là, il me fait arrêter sur une BP Pulse. Donc là, ça veut dire que j'arrive dans 3h21 pour ma première recharge. 336 km, 18% de batterie. Alors attends. Là, je mets un I pour Ionity, 22%, et un B pour BP Pulse, 18%. Sinon, la voiture est équipée d'un préconditionnement automatique. Ça veut dire que quand on vise une borne dans le GPS, la voiture va gérer toute seule de mettre la batterie à la bonne température pour prendre la puissance maximale. Mais il y a aussi le préconditionnement manuel. Je vous montre pendant que je roule pas, c'est plus simple. On va dans la petite voiture ici, hop, gestion de l'énergie. Et ici, on a un bouton régulation de la température batterie, on appuie dessus, ça chauffe la batterie. Ici, il y a 2 portes gobelets, je l'avais dit. Et on a remarqué avec Alex que c'est pas la même taille. Ici, il y a un porte-canette grosse taille où on peut mettre une gourde. Mais ici, c'est petit, ça rentre pas. C'est fait pour les plus petites canettes. C'est génial. Je place mon téléphone sur le dock de recharge ventilé. Donc j'ai le GPS ici, j'ai le GPS dans mon tête haute. J'ai mis à 0. Allez, c'est parti. Je dois arriver à 18% dans une station BP Pulse sur l'autoroute. Allez, à tout de suite. Eh bien, nous revoilà sur la route. J'ai parcouru 261 km. Ça fait 3 heures que je roule. Il y a eu des embouteillages avant d'arriver à Bordeaux. Bref, 3 heures de route. 3 heures. 261 km. Je suis à 43% de batterie. Là, personnellement, j'ai envie de m'arrêter. 3 heures de route, c'est pas mal. Et il y a une bonne surprise, c'est que le planificateur qui m'annonçait une arrivée à la station BP Pulse à 18%, c'est ça, m'indique maintenant que je vais arriver à 24. Ça veut dire que le planificateur était pessimiste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'y arrêter, je vais continuer un petit peu. Si j'enlève BP Pulse, tiens, je peux cliquer sur la station et en bas il y a un bouton supprimer. Il me remet chez BP Pulse. Ah, qu'il l'a pas vraiment supprimé quand même. Ou alors, si je dis ici que je veux finalement que les Atlantes Total Energy Ionity, j'applique. Voilà, il a changé. Il m'arrête sur une Ionity pour faire un 15,71. Ça, c'est cool, ça. Et ensuite, j'arriverai à 10% à Paris. En plus, BP Pulse, c'était sur une aire de repos. Donc, on peut juste faire pipi et caca. Alors que là, Ionity Saint-Épin, Ionity Fontaine-Colette, je pourrais manger. En attendant, je vais vous parler des aides à la conduite de la voiture. Très rapidement, parce qu'on a tourné un autopilote challenge avec cette voiture où on explique vraiment tout en détail. Mais en gros, on met un coup sur le commodo de droite, on est au régulateur adaptatif, et 2 coups sur le commodo de droite et on est en autopilote, c'est-à-dire régulateur adaptatif plus centrage dans la voie. La voiture reste au milieu de la voie. Le régulateur, il est pas mal, il peut se synchroniser automatiquement à la vitesse des panneaux, mais depuis que je suis sur l'autoroute, la voiture me dit que je peux rouler à 110 km/h. Donc
non, on met pas le mode automatique. Mais par contre, on peut synchroniser manuellement à la vitesse des panneaux. Et ce qui est génial, c'est que ça se fait via ce petit bouton ici. On clique dessus et boum, la voiture s'ajuste à la vitesse des panneaux. Cela dit, vu qu'elle lit mal les panneaux, c'est chiant. Mais ça fonctionne quand même très bien. On peut évidemment régler la vitesse du régulateur en montant ou en descendant avec cette petite manette. Et ce bouton-là, il a un autre intérêt. Et ça, c'est cool par rapport aux autres chinoises. C'est que si je mets un coup de frein et que je coupe l'autopilote, et ben si je rappuie sur ce bouton-là, il va relancer l'autopilote ou le régulateur adaptatif, si on est en régulateur adaptatif, avec les réglages d'avant. C'est-à-dire que si je me cale à 110 parce qu'il pleut, alors que la voiture croit que je peux rouler à 130, si je mets un coup de frein, je rappuie sur ce bouton, hop, ça se remettra à 110. C'est génial. Petit défaut du régulateur adaptatif, enfin du système d'autopilote, c'est 130 km/h maximum. Mais quand je suis en autopilote, je peux pas me mettre à 135. Ça, c'est chiant. Mais la voiture à 130 km/h compteur, elle roule à 129 km/h réel, donc ça va. On se traîne pas le cul. Sinon, au niveau du lane assist, j'ai un volant capacitif. Ça, c'est pas mal. Mais si vous tenez le volant seulement comme ça, par exemple, des fois, il va plus vous détecter. Il faut vraiment bien avoir le volant en main. Mais il marche très très bien, sauf à très basse vitesse. En traffic jam assist, par exemple, dans les embouteillages. Si on roule à 5 km/h dans les embouteillages, la voiture fait comme ça. C'est que des petits coups de volant, c'est horrible. Mais la voiture lâche jamais, c'est vraiment un très très bon autopilote, il n'y a rien à dire. Elle a le changement de voie auto. Alors quand il n'y a personne sur la route et en plein jour, ça marche très bien. Dès qu'il fait nuit ou qu'il pleut, ça marche beaucoup moins bien. Il y a plein de fois où elle ne veut pas le faire, elle ne veut pas changer la voie. Et dès qu'il y a un peu de trafic, une voiture derrière, un peu proche, elle a peur, elle ne le fait pas, ça marche beaucoup moins bien qu'Xpeng, voire même que Tesla. Mais quand on active le changement de voie auto, il y a un truc bizarre. Je vous explique. Quand on est en autopilote, si je bouge un tout petit peu le volant, ça y est, j'ai repris la main, je peux me balader dans la voie, vous le voyez, là je fais ce que je veux. Je lâche, hop, ça y est, elle a repris, elle a vu les lignes, elle a repris l'autopilote. Par contre, si je mets un coup de volant un peu plus fort, parce que le volant est un peu bloqué, si je mets un coup de volant un peu plus fort, hop, ça a tout coupé, c'est terminé, j'ai même plus le régulateur de vitesse, trop bizarre. Et donc si on est en changement de voie auto, et qu'elle ne veut pas y aller pour une raison X ou Y, des fois on va forcer un peu le volant, tac, ça va tout couper, c'est un peu horrible. Si on enlève le changement de voie auto, il suffit de mettre le clignotant pour que tout le système se désactive, ça garde le régulateur de vitesse, mais le volant n'est plus bloqué, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, le changement de voie auto, c'est vraiment quand il n'y a personne et qu'il fait beau. Dès que c'est un peu plus compliqué, il faut l'enlever et tout faire à la main et ça marche très bien. Donc pour l'instant, c'est plutôt une bonne surprise. La voiture est assez confortable, même si j'ai un petit peu mal au cul, je vous le cache pas. Tiens, on va faire un test du bruit. Je suis à 130, je suis à 67 décibels, soit un petit peu plus que la P7 Plus. Après, il suffit que le revêtement au sol soit moins bon qu'au moment où je l'ai fait sur la P7 Plus pour que ça veuille rien dire. Bon, j'arrive dans 47 minutes chez Ionity à 14% de batterie pour faire un 1471. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, et bien voilà, j'arrive chez Ionity dans 4 minutes, j'arrive à 15%, je suis à 18, tout va bien. La voiture m'affiche un petit encart SOC critique bas, donc état de charge bas, recharger à temps, c'est pas très français. En gros, elle m'invite à recharger alors qu'elle sait que j'arrive dans 4 minutes à une station Ionity. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces planificateurs à pas comprendre ce qu'ils font eux-mêmes? Bon, en tout cas, le trajet il se passe très très bien, franchement, c'est un petit régal là. Hop, changement de voie auto. Il y a juste un point de confort qui est pas ouf, c'est que mon coude repose pile poil à la jonction de l'ouverture de la trappe, ça fait mal. Bon. La conso, elle n'est pas très élevée par rapport à ce que j'avais fait à l'aller, mais on a un vent dans le dos de zinzin, ce qui doit aider à l'aérodynamisme de la voiture. Regardez comme on est professionnel, je vous montre le sens du vent, c'est dingue. Le planificateur m'annonce un 14,71% qui va durer 25 minutes. Ça, c'est trop bizarre. Ça va durer moins longtemps que ça. Hein. Peut-être que ça compte le temps d'aller à la station, de se brancher, se débrancher. Sinon, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé. C'est comment ça se passe avec cette voiture de nuit? Eh ben, elle a les feux matriciels, ça c'est cool. Sauf que il faut les enclencher manuellement, ça c'est trop bizarre. Sur une Tesla, par exemple, les feux sont entièrement gérés par la voiture. Elle allume elle-même les feux de croisement, elle allume elle-même les pleins phares en matriciel. Là, non, il faut le faire soi-même avec le commodo de gauche. Mais c'est des feux matriciels, un peu à la sauce Volkswagen, je pense que c'est le même fournisseur parce que pareil, quand les feux matriciels s'allument, ça part du milieu et ça s'écarte. Et puis sur l'autoroute, on a des appels de phare, donc comme avec les Volkswagen. Et puis de nuit, on a l'éclairage de la voiture qu'on peut mettre en ambiance disco club. Ça change de couleur, ça clignote. Voilà, voilà, station de Fontaine-Colette. Alors c'est marrant, j'arrive à Fontaine-Colette comme avec la Xpeng P7 Plus, sauf qu'avec la Xpeng P7 Plus, on avait terminé en roulant à 90 et on était arrivé à 2%. Là, j'arrive avec 17%. Je suis pépère. Donc cette voiture prend 480, je crois. Là, on s'arrête sur une station en 350.
Donc on va voir ce que ça donne. On va forcément pas atteindre le pic de la voiture, mais je l'espère, le pic de la borne. Allez, j'espère qu'on va avoir une belle borne qui envoie le pâté dès le départ. Alors vous m'avez vu utiliser le planificateur sur la route et il y a des gens des fois en commentaire en vidéo qui nous disent putain vous passez votre temps à regarder le planificateur. C'est faux. Là j'ai roulé 4h02 pour arriver ici. Sur les 4h02 j'ai manipulé le planificateur 5 minutes. Faut arrêter un petit peu. Donc j'ai fait 371 km, 4h02 de route pour arriver ici à 15%. 17% d'ailleurs. C'est quand même beau putain. Et c'est parti. La trappe est électrique, on appuie fort ici. Par contre, à l'intérieur, on a 2 caches. On branche. Wow, c'est une nouvelle interface. Prix à marquer. 62 centimes, hein. Faites pas chier Unity. Allez, départ. Ah ouais, c'est vraiment une nouvelle interface, ça. C'est fou ça. Par contre, ici, on peut pas payer en CB. Hein. J'utilise ma carte Unity et c'est parti. Alors, on va voir à l'intérieur. Là, ça me dit absolument pas jusqu'à combien je dois recharger. Je me souviens, c'était 71. Là, il n'y a rien. Et si j'affiche ici le planificateur, là, par contre, c'est intéressant. Ça me dit que maintenant, la prochaine étape est Paris. Donc, il a compris que j'étais arrivé à la station de recharge. Il ne me propose pas d'aller à la station de recharge d'après. Oh, tiens, si j'appuie sur la pédale de frein. Et là, ça me dit que pour l'instant, j'ai pas assez d'autonomie pour arriver à Paris. Donc là, on va attendre que la charge avance. Et puis, on va voir à un moment un chiffre ici apparaître, un chiffre en pourcent qui sera l'estimation à laquelle j'arriverai à Paris. Donc, on retourne voir ici la gestion de l'énergie. Je charge à 290. Alors, pour info, j'ai déjà fait une charge à 1080 chez Unity. J'ai fait une pointe à 350 et ensuite, ça s'est stabilisé à 230 et j'ai fait 19 minutes. Là, on va voir ce que ça donne. On va faire un 15. Bon, on va faire un 15,71. Non, on va faire un road trip performance. On va faire un 15,71. On va voir combien de temps je charge. Je suis toujours à 290. Mais et pourquoi j'ai la tête d'un abonné sur l'écran d'un seul coup? Sur Instagram, j'ai posté une photo du rétroviseur de cette voiture et j'ai dit aux gens sur Instagram, le premier qui devine qu'est-ce que c'est comme voiture, je mets sa photo sur la vidéo de la voiture. C'est lui qui a gagné. Rejoignez-nous sur Instagram, c'est cool. Là, ça me dit un temps restant de 29 minutes, mais ça, c'est pour monter à 100%. Encore une fois, on n'a pas d'estimation nulle part sur le temps que ça prendrait de monter simplement à 80. Même si ici, c'est réglé sur charge max 100%, c'est bien d'afficher le temps pour monter à 80 quand même. Au moins, ça éduque les gens. Donc si nous, on se met à 80 ici, temps restant 11 minutes. C'est très rapide. Allez, à tout de suite. Bon, je vous avais parlé tout à l'heure d'une charge Unity 10-80% en 19 minutes où ça avait plafonné à 260. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. On est à 68%, donc j'arrive bientôt à la fin. Je clique ici, on en est où? On est encore à 245 kW à 68%. C'est la folie. Et alors, je vais vous montrer un truc, c'est complètement fou. Non, c'est pas complètement fou. Je survends un peu la chose. C'est que sur cette nouvelle interface que j'avais jamais vue de ma vie, 71%, regardez, je fais plus de détails et j'ai la courbe de charge. C'est une courbe de charge et j'ai vu plusieurs fois cette courbe de charge monter, descendre, monter, descendre. Je suis resté à 295 jusqu'à aller à 60% de batterie. Et on est arrivé à 71, donc j'arrête. Allez, je coupe. 72%. Ah putain, le tactile. Voilà, 72% en 12 minutes 39. Allez, on remet les petits caches, ça c'est chiant. La trappe est électrique. Dès que je vais partir, elle va se fermer, mais aussi je peux la fermer en appuyant ici. Maintenant, si je réaffiche ici, hop, le GPS, j'arrive bien à Paris avec 11%. Je suis à 73% de batterie. Eh bien, on est reparti. Donc, quand même, moi je trouve personnellement, au niveau de la charge, c'est moins bon que chez Xpeng. C'est-à-dire que chez Xpeng, on prend un plateau, c'est net, c'est clair. Chez Zeekr, on voit des montées-descentes, c'est un petit peu bizarre. Ça va un petit peu moins vite que chez Xpeng quand même, je trouve en tout cas. Ça reste excellentissime. On accélère un petit peu pour se mettre dans le rythme de l'autoroute, voilà, 140. Ça va très vite à accélérer. Bon bah voilà, je suis calé à 130. J'ai un peu traîné sur l'air pour manger et faire d'autres choses. Mais la dernière fois dans la vidéo B10, il y a des gens qui ont dit « Ouais, ça parle trop de pipi et caca ». Donc je ne dirais pas que j'ai été aux chiottes. Allez, maintenant, arrivé à 11% à 2h27. Remarquez que je suis obligé de faire ça parce que le cadre en bas à gauche de l'écran
il est gêné par ma main. Donc 2h27, 255 km, j'arrive à 11%. Bon allez, je vous laisse vraiment là, salut. On se retrouve à Paris. Bon et ben voilà, je suis arrivé à Paris avec 20% de batterie. C'est assez énorme. Encore une fois, le planificateur était un petit peu trop pessimiste et c'est tant mieux. J'aurais pu recharger, vous vous rendez compte, 10% en moins. J'aurais pu partir à 61% de ma station de recharge tout à l'heure. J'aurais gagné encore 61, 2-3 minutes. Bon, deux choses que j'ai oublié de dire. La première, c'est que j'ai essayé de charger cette voiture chez Tesla et ça fonctionne. C'est du 800 volts, mais ça fonctionne chez Tesla. J'ai pris que 80 kW. Deuxièmement, sur la route, ce qui est sympa, c'est que sur le GPS, on voit quelques bornes. On voit quelques bornes sur le côté de la route. Et avec le nom de la station et tout, c'est pas mal. Mais je pense que toutes les bornes ne sont pas référencées. Je pense qu'il y a des petits trous. Bref, je suis arrivé à 20%. Quand on va dans le menu ici et qu'on va dans gestion de l'énergie, statistiques du trajet, eh ben, ce qui est rigolo, c'est qu'on a ça. 94% de la consommation électrique est liée à un problème lié à la transmission. Donc c'est plutôt lié au moteur. 0% dans le préconditionnement batterie. En gros, le fait qu'on ait roulé 4 heures a fait que la batterie était déjà chaude. 2,5% dans la clim, parce que ouais, on a roulé avec la clim. Vous vous rendez compte, c'est juste 2,5% de la conso. C'est rien du tout. 3,2% en basse tension. Je pense que c'est les équipements, le bandeau LED, toutes ces conneries. Et 0,2 pour haut de système. C'est assez sympa, hein. Et là, on a aussi combien on a consommé en consommation d'énergie totale, combien sur la route et combien à l'arrêt. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire le petit récapitulatif des chiffres de ce trajet. On va aussi mettre une petite note au planificateur. Et le tableau, c'est maintenant. Distance parcourue, 627 km. Temps de trajet, environ 7 heures, mais ça veut rien dire parce qu'il y avait des embouteillages, tout ça. Ce qui est important, c'est le nombre de recharges. Une seule. Et elle a duré 12 minutes. Au niveau de la consommation, la voiture a consommé 21,4 kWh au 100, ce qui est vraiment pas trop mal, hein. Et c'est confirmé par la conso à la borne, 22,9. Mais je l'ai dit, notre petite Zeekr avait le vent dans le dos, ça l'a aidé. Parce qu'à l'aller, j'avais plutôt consommé 24. Le trajet aurait coûté 53 €, dont 36 € chez Ionity, pour un coût au 100 km de 8,45 €, soit l'équivalent d'une conso thermique de 4 litres 2. Mais moi, j'avais un abonnement Ionity, ce qui a fait baisser le prix des recharges à 40 €, dont 23 € sur la route, pour un coût au 100 km de 6,38 €, soit l'équivalent d'une conso de 3 litres 2. Plus on a une voiture avec une grosse batterie, moins les trajets coûtent cher, parce que moins on recharge sur l'autoroute. Au niveau du CO2 émis, parce que c'est aussi pour ça qu'on roule en électrique, et ben le CO2 émis par la production de l'électricité nécessaire pour faire ce trajet est de 5,7 kg, contre 69 kg si on avait fait le même trajet en thermique. Je le répète parce que c'est important, sur sa durée de vie entière, une voiture électrique émet 3 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique, c'est tout. La note du planificateur, selon notre barème, s'élève à 15,7 sur 20, ce qui place la Zeekr en 12e position sur 36. Il y a encore quelques défauts à régler, mais ça marche quand même pas mal. Et son classement au niveau des road trip performance est de 3e sur 5. Elle se classe derrière la CLA et l'Audi A6. Néanmoins, on est arrivé avec 17% de batterie à la première borne. On est arrivé à 20% de batterie à l'arrivée. Avec un planificateur un peu plus précis sur ses estimations de pourcentage batterie à l'arrivée, je pense que c'était possible de titiller la Mercedes CLA. Allez, je vous rassure, cette vidéo est bientôt terminée. On passe à la conclusion. Je pense qu'on a bien fait le tour de la voiture. J'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Moi, en conclusion, je dirais que c'est une excellente proposition. J'ai pas grand chose à dire sur cette voiture. Même la conso là sur la route, ça a été plutôt excellent, mais on avait le vent dans le dos. Enfin, ça a été excellent par rapport à la voiture en elle-même, hein. Ça consomme beaucoup moins qu'une Ioniq 5N. Et là, je vous cache pas que je suis très pressé de prendre une Zeekr 7 GT, donc la même, mais en version un peu plus berline, en 2 roues motrices, et puis voir un petit peu ce que ça vaut vraiment en 2 roues motrices, parce que ça doit être encore plus performant. Mais que ça soit le poste de conduite, l'OS, la recharge, la conduite, le toucher de pédale, les rangements, bah franchement, c'est pas mal, quoi. Franchement, c'est pas mal. Le seul petit point négatif, ça serait qu'un gros SUV comme ça de 650 chevaux, il faut qu'il soit bien équipé de base. Le fait de devoir mettre 2 packs d'options, je trouve ça un peu abusé. Voilà, donc cette vidéo est terminée. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise. Alors maintenant, je vais éteindre ça. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Et là, c'est en lumière chaude, j'éteins, lumière froide. Je comprends pas.